Alors je sais que vous êtes nombreux à regretter depuis 8 semaines que je ne montre pas assez d'images. Je le sais. J'ai surtout parlé de textes, et les textes, c'est moins amusant que les images. Et vous voulez avoir des images de ces guerres. Enfin, j'ai montré, j'aurais pu commenter plus longuement les Fernand Léger, les dessins cubistes de J'ai tué. Mais je ne l'ai pas fait parce que je savais qu'aujourd'hui, nous recevions une historienne de l'art en la personne de Laurence Bertrand d'Orléac, qui a beaucoup travaillé sur l'art, mais plutôt sur l'art de la Seconde Guerre mondiale. Elle a publié un livre important intitulé L'art de la défaite 1940-1944. C'est un livre qui a déjà été publié il y a une vingtaine d'années, mais qui a été réédité assez récemment et qui est donc une enquête sur la période de Vichy, l'art en France sous Vichy. Et vous avez peut-être vu l'exposition qui a eu lieu l'an dernier au Musée d'art moderne de la ville de Paris, il y a juste un an, intitulée L'art en guerre 1938-1947, qui reprenait donc cette période d'exposition qui a eu lieu non seulement à Paris, mais aussi à Bilbao, au musée Guggenheim. Depuis ce livre, elle a publié d'autres travaux, d'autres livres, dont le dernier qu'elle m'a envoyé, qui est sur Monet et Spengler dans les jardins de l'histoire, Contre-déclin, publié l'année dernière également. C'est donc une historienne de l'art, mais d'une histoire de l'art qui est très enracinée dans l'histoire. Et elle enseigne à Sciences Po. Le titre de son intervention aujourd'hui, c'est « Des désastres de la guerre 1810-2014 ». C'est donc une période qui est très élargie, et par rapport à ses spécialités anciennes, et par rapport à ce que nous avons fait jusqu'ici dans ce cours. Et donc vous allez être ravis, puisque vous allez voir beaucoup d'images sur une large période. Merci beaucoup Antoine Compagnon de me donner l'occasion d'abord de vous entendre et de vous entendre parler de textes qui sont importants, que j'ai découverts en tout cas dans leur partie à la fois publiée et justement non publiée, republiée. C'était très passionnant et je vais présenter en fait simplement un échantillon d'une exposition en préparation sur les désastres de la guerre depuis 1800 jusqu'à nos jours. Cette exposition, je la prends comme un laboratoire de recherche et un lieu de présentation, disons, des premières conclusions de ces recherches. Dans un premier temps, je vais essayer de vous montrer les vertus de la diachronie. Et de ce point de vue-là, je vais être historienne, comme vous l'avez annoncé. Et dans un second temps, je vais insister sur l'importance des correspondances outre-histoire. Autrement dit, je vais montrer de quelle façon l'art met en difficulté toute histoire chronologique et événementielle. Mais il me faut ajouter que ce travail n'aurait pas grand sens, au fond, s'il n'était pas porté par la volonté de comprendre pourquoi. Pourquoi nous ne voyons plus les guerres en Europe comme aussi inévitables que dans les sociétés anciennes? Autrement dit, pourquoi nous préférons désormais la paix à la guerre, ce qui n'a pas toujours été le cas? Pourquoi, au fond, ces écrivains dont vous parlez si bien éprouvent le besoin de cacher ce qu'ils ont vécu et la mort qu'ils ont pu donner, par exemple? Alors, je vais vous proposer un plan très simple. Premièrement, je vais aborder la question des tournants qu'impose une guerre en matière de technique et de politique de représentation.
Et puis je montrerai un peu du travail automatique que nous faisons, malgré nous, de mise en correspondance des formes au-delà des événements et sans précaution chronologique. Et enfin, je prendrai un exemple de ces correspondances outre-histoire. Premièrement, donc, ces tournants qu'impose chaque guerre en matière de technique et de politique de représentation. Nous ne savons pas ou mal les étapes visuelles de l'histoire du désenchantement face aux désastres que la guerre engendre. Sur la longue durée, nous n'avions pas encore isolé les tournants visuels majeurs de cette histoire qui débute vraiment au début du XIXe siècle, au cœur des guerres napoléoniennes. Mais avant cela, avant ces guerres napoléoniennes, bien sûr que des désastres ont été représentés, mais de façon très sporadique. Disons dans le petit coin des tableaux qui disaient avant tout le panache de la bataille, le sacré de la bataille. Avant les guerres napoléoniennes, il y eut quelques artistes, très peu d'artistes, singulièrement pionniers, qui ne montraient pas ou qui ne montraient plus la guerre de façon seulement héroïque, comme le genre de la peinture de bataille le voulait jusque-là. Il y eut Jacques Callot au XVIIe siècle, en 1633, pour représenter les misères et les malheurs de la guerre, avec tous ces pendus que l'on reverra bientôt chez Goya. Mais Callot, qui se concentre sur ces dégâts de la guerre et pas sur la bataille héroïque, demeure exceptionnel en son temps. De même, pour représenter une guerre, disons, banale et donc décevante, Watteau, au XVIIIe siècle, est complètement isolé en son époque avec des œuvres de jeunesse sur la Grande Guerre du Nord aux alentours des années 1709-1711. Sur ces œuvres qui sont très peu connues, elle-même très isolée dans son travail, le critique Louis Gillet écrira bien, mais beaucoup plus tard, un siècle plus tard, en 1921, à un moment justement où l'on n'aime plus la guerre. En tout cas, à un moment où l'on comprend avant tout les conséquences désastreuses de la guerre sur les êtres et sur les choses. Gillet pense et écrit depuis son époque, après la Grande Guerre de 14-18, et il peut d'autant mieux apprécier sans doute la douceur et la mélancolie que Watteau attribue à ses recrues. Gillet peut évoquer la marche ennuyeuse des soldats et leur fatigue à laquelle Arlette Farge d'ailleurs a consacré un joli petit livre, Les fatigues de la guerre, en 1996. Gillet encore peut parler de la guerre sans gloire et sans ivresse, mais même s'il ne dit pas à quel point précisément Watteau est extraordinairement pionnier et isolé dans son temps, et à quel point son œuvre de guerre est extraordinairement nouvelle dans le paysage des représentations de la guerre. Et il faut attendre encore très longtemps, jusqu'au tournant du XIXe siècle, pour voir se multiplier les représentations de distance, voire de défiance face à la guerre, et surtout face à ses conséquences. Il faut attendre en fait Géricault et Goya. Et c'est avec eux que notre exposition commencera au Louvre-Lens, donc en mai 2014, cette année. Donc, exposition où nous allons essayer de déplier notre recherche fondamentale à partir d'un large corpus, en grande partie inédit. Nous allons déplier une histoire visuelle en isolant dans un premier temps des tournants. Des tournants et non pas, disons, des jalons ordonnés dans une histoire téléologique qui n'aurait aucun sens. Il n'y a pas plus d'avancée inéluctable en matière de représentation de la guerre qu'ailleurs. Il y a des réponses visuelles à des problèmes nouveaux, des problèmes anciens, parfois des redites, parfois des surgissements, par des artistes qui éprouvent une extrême difficulté à représenter les désastres de la guerre, par des artistes qui recyclent les traditions, mais qui doivent à chaque guerre reconsidérer à nouveau frais leurs outils pour donner une forme au désastre de la guerre. Dans cette exposition, qui va donc aider à penser comment les conséquences de la guerre sont un jour passées au fond au premier plan devant les dividendes de la guerre et de la bataille, il faut commencer
par le dialogue, disons, impossible entre ces deux formes de représentation. Avec d'un côté David, en 1802, avec la figure classique de Napoléon en héros et disons en figure exagérée de la guerre, sur son cheval blanc, en ascension, avec tous les attributs du héros flamboyant, de l'uniforme à la position du bras, de la main, du geste, comme le voulaient les lois de la guerre à l'ancienne. L'honneur de la guerre aussi, il fallait être archi-visible, archi-droit, archi-héroïque, en position donc de braver le combat de la façon la plus valeureuse possible. Et de l'autre côté, en 1814, le cuirassé blessé, quittant le feu, que Géricault extrait du champ collectif pour le livrer à l'affolement et à la solitude, à la fameuse peur dont vous parliez. D'un côté, Napoléon, entouré à l'arrière-plan de ses soldats qui montent tranquillement et comme inéluctablement au combat, et de l'autre côté, les soldats de Géricault, dans le fond aussi, mais pas pour monter, mais pour redescendre, dans un chaos de feu et de fumée, dans un chaos romantique, disons. Et cela, sensiblement, au moment où Chateaubriand écrit que ces énormes batailles de Napoléon sont au-delà de la gloire, l'œil ne peut embrasser ces champs de carnage qui, en définitive, n'amènent aucun résultat proportionné à leur calamité. L'Europe a moins d'événements imprévus et pour longtemps dégoûtée de combats. Chateaubriand commence ses mémoires d'outre-tombe après la peinture du Bonaparte de David et avant celle de Géricault. Sensiblement aussi au moment où Goya commence à imaginer sa série de désastres de la guerre qui est déclenchée par la brutalité de l'invasion des armées napoléoniennes en 1808 en Espagne. Goya, c'est l'homme des Lumières qui défend les Lumières françaises mais qui en saisit brutalement les ombres et qui leur donne une forme dans les désastres de la guerre, commencés en 1810 et achevé en 1823 pour être publié seulement bien plus tard, 40 ans plus tard, en 1863. Entre-temps, l'histoire accouchera d'autres conflits meurtriers, mais en confirmant la remarque extraordinairement juste de Benjamin Constant le romantique, chez les modernes, une guerre heureuse coûte infailliblement plus qu'elle ne rapporte. L'un des enjeux de notre exposition est de souligner les différentes temporalités d'une telle déclaration, entre le moment où Constant, Chateaubriand, Géricault ou Goya sont encore isolés dans leur époque et le moment où leurs pensées et leurs formes commencent à agir pleinement. À travers notre histoire visuelle, il s'agit au fond de montrer la fortune critique des formes elles-mêmes au-delà de l'événement. En d'autres termes, les guerres napoléoniennes vont inspirer les artistes pendant, mais surtout après les événements. Et leur remarque vaut d'ailleurs pour toutes les guerres, dont les traumatismes et dont la mémoire sont durables et la compréhension, disons, à longue détente. Dans les années 1830, ces guerres napoléoniennes vont inspirer dans le sillage de Géricault, Boissard de Boisdenier, par exemple, ou Souébach, qui retiennent moins la bataille que les figures à l'écart du groupe, blessées, hagardes, comme abandonnées par l'histoire. En fait, les héritières du moment révolutionnaire, où la montée en puissance de l'individu indépendant allait forcément s'opposer aux dégâts de la violence extrême de la guerre. C'est aussi le moment qui prélude à la Chartreuse de Parme de Stendhal, qui restera fidèle jusqu'au bout à Napoléon, mais qui interdit tout de même à Fabrice toute initiation héroïque. Dans ce travail sur, disons, l'efficacité de ce que nous pourrions appeler des matrices formelles sur la longue durée, nous montrerons que, comme Géricault, Goya, qui annonce les ténèbres présents et futurs de la guerre, aura une puissante postérité à la fois chez Degas ou chez Manet dans les années 1860, mais aussi chez Dix dans les années 1920 ou chez le jeune Hartung en 1922. Ou plus récemment encore, chez Maurice ou les frères Chapman, ou encore Ming
qui recycle les guerres napoléoniennes, comme vous le voyez dans ce grand tableau donc, en bas à droite de l'écran, mais qui en même temps ajoute, je dirais, ses propres épisodes historiques, et je pense évidemment à Tiananmen en 1989. Par ailleurs, les représentations nous montrent que les campagnes napoléoniennes sont le moment pour les artistes de donner une forme à la modernisation et à la massification de la bataille, où l'on met à contribution, où Napoléon met à contribution l'artillerie et l'organisation militaire à grande échelle, avec la fameuse conscription de masse qui donne à Napoléon des soldats à foison, capables d'aller partout en Europe se battre tout le temps, donc sur tous les terrains. Puis nous allons nous rapprocher encore de Chateaubriand, qui écrit que Napoléon a tué la guerre en l'exagérant. Napoléon qui fait l'objet de très nombreuses représentations jusqu'à nos jours, où il demeure, disons, le symbole clivé de la Révolution française et de son abolition dans l'héroïsme de la bataille, mais aussi dans ses dégâts. Alors que la solitude et la mélancolie du personnage, comme ici dans ce de La Roche, à gauche de l'écran, donc cette mélancolie donc renvoie à la folie de son inspiration. Napoléon disait faire ses plans à partir du rêve de ses soldats endormis. Du point de vue des représentations visuelles, ce tournant originel dans les années 1800 sera suivi de bien d'autres, tant la guerre va changer de règles selon des modalités renouvelées à la fois du pouvoir, du militaire, de l'économie, des mentalités, des politiques et des techniques de représentation. Ainsi, les guerres de conquête coloniale franchiront bientôt des seuils de violence dont même les anciens soldats napoléoniens seront reconvertis en mercenaires, donc allaient s'étonner. Même eux n'allaient reconnaître au fond aucune loi dans les massacres en Orient, en Grèce ou en Amérique du Sud. Après les campagnes de Napoléon, la guerre donc ne sera plus seulement grandiose, et malgré la persistance et même la sophistication grandissante de la propagande, ses conséquences sur les êtres et les choses commencent à s'inscrire de plus en plus de façon visuelle. Et du coup, ces effets de la guerre risqueront à tout moment d'être considérés comme à la fois fascinants, il faudrait être bien naïf pour ne pas le voir, mais inquiétants, voire insupportables. Autrement dit, je fais l'hypothèse que par leur représentation, des artistes ont contribué à rendre la guerre potentiellement absurde, sinon évitable. L'historiographie très récente des empires coloniaux nous permet de comprendre à quel point les innombrables guerres asymétriques du XIXe siècle ont été occultées par les deux grands conflits mondiaux du XXe. Ces guerres sont restées en effet lointaines, sans d'ailleurs porter même le nom de guerre, mais de pacification, d'expédition ou de campagne. Nous les appellerons, nous, des guerres de conquête, qui laissent d'autant moins de traces dans les esprits qu'elles n'ont été que très peu représentées dans toute leur ampleur, dans toutes leurs conséquences. Dans ces guerres de conquête coloniale, très peu d'artistes représentent leurs effets néfastes, en particulier les massacres des populations, avec des exceptions d'autant plus précieuses, comme cette gravure de Joanneau que vous voyez en bas, donc à droite de l'écran. Joanneau donne pour la première fois une forme aux fameuses enfumades pratiquées sur de nombreux fronts coloniaux. Il s'agissait donc de faire aller, de pousser les populations locales donc vers des grottes, femmes, enfants, bétail compris, et ensuite donc de mettre le feu, ce qui a été théorisé par des militaires, et en particulier des militaires français. Ce Vernet en haut, à droite de l'écran, donc, est très intéressant aussi à double titre. Il raconte un non-dit de la première attaque de Constantine dans la conquête de l'Algérie par les Français en 1836. Mais la forme de ce non-dit vient d'un artiste académique qui est parti pour raconter les bienfaits de la colonisation et qui, là, d'une certaine manière, dérape exceptionnellement. Et ce n'est pas le seul artiste académique de l'exposition. Ça vaut pour De La Roche, que je vous ai montré, on le verra aussi pour De Taille ou Neuville, qui sortent, disons, du champ académique par un faux pas, non par la facture léchée
est presque trop bien peinte, mais par la façon de renoncer à l'héroïsme comme en clivage avec la forme utilisée. C'est au tournant du XXe siècle surtout que les effets, disons, calamiteux de la guerre coloniale commencent à être représentés avant tout dans la presse par Nodin, comme ici, avec un charnier au Maroc, publié dans la revue anarchiste L'Assiette au beurre en 1907. L'Assiette au beurre, où Weber, ici au centre, à gauche plutôt, donne une forme au sort des populations locales dans les premiers camps de concentration anglais après ceux de Cuba, cette fois en Afrique du Sud pendant la Seconde Guerre des Boers en 1899-1902. Et puis à droite, vous voyez une gravure de Van Dongen dans la revue néerlandaise de Ver. Il donne, lui, une forme au colon Boer local, raciste et esclavagiste. Malheureusement, d'actualité, la guerre de Crimée en 1853-1856 nous permet donc de rentrer au sud de l'Ukraine actuelle dans une troisième séquence qui renvoie à un nouveau tournant du point de vue des expérimentations militaires, des armes, des bateaux, de l'aide humanitaire, mais aussi de l'usage de la photographie de guerre. L'enjeu de la guerre, de cette guerre de Crimée à cette époque, est la mer Noire et ses détroits, et le différend armé, le résultat, disons, de la concurrence, des impérialismes russes et anglais auxquels s'agrège la France sur fond de décomposition de l'Empire ottoman. Et cette séquence 3 donc, nous permettra d'isoler un nouveau tournant visuel avec l'arrivée des premiers reportages de guerre par la photographie qui a été inventée 30 ans plus tôt, en 1826. Là, donc, avec Fenton, le photographe américain, et le panorama du français Langlois. Mais soumise à un matériel très lourd, d'une part, mais aussi à la censure, et certainement plus efficace encore à l'autocensure, cette photographie en noir et blanc ne montre ni blessés ni morts, mais juste le terrain déserté par ses combattants. Et en cela, Fenton et les autres reporters font entrer le terrain et le paysage dans la guerre et dans sa représentation. Ils imposent d'une certaine manière le paysage comme l'un des personnages clés de la guerre. Pendant cette guerre de Crimée, la mort et la blessure humaine, en couleur qui plus est, ce sont les peintres qui vont s'en charger, encore, depuis toujours d'ailleurs, rompus à la représentation des désastres et d'un métier finalement encore plus mobile que celui des photographes. Et à cet égard, Baudelaire se concentre sur Constantin Guy, dont vous voyez donc une illustration en bas à droite, Constantin Guy qui galope sur le terrain avec un matériel traditionnel très léger, en fait de l'encre et du crayon, et qui envoie le soir à la presse londonienne des images archivivantes des événements en observateur attiré par la circonstance. Baudelaire dit pour ce qu'elle suggère d'éternel, attiré par la circonstance pour ce qu'elle suggère d'éternel. Je vais m'arrêter là, à cette guerre de Crimée, donc à cette troisième séquence sur les 12 de l'exposition. Je vais arrêter de ramer dans la chronologie qui a l'avantage d'identifier au fond clairement des tournants visuels et d'éviter aussi des anachronismes historiques. Non, dans cette exposition comme ailleurs, un charnier n'est pas égal à un autre charnier. Un mort n'est pas égal à un autre mort. Et j'ajoute que ces tournants visuels renvoient évidemment à des tournants sensibles majeurs qui débordent de toutes parts l'histoire de l'art. L'histoire de l'art a bien moins d'intérêt si elle n'est pas externaliste, si elle n'ouvre pas sur des phénomènes, disons, plus amples que l'histoire des formes. Au fond, si je pensais que l'histoire des formes était refermée sur elle-même, si elle n'ouvrait pas un monde qui pèse sur le monde, je crois qu'elle m'intéresserait bien moins. Je vais à présent entrer dans une autre histoire, tout aussi importante et vraie que l'histoire chronologique. Je vais essayer de vous donner une idée, disons, dont le regardeur que nous sommes opère dans une exposition. Et là, vous allez le voir, il va évidemment être question d'un travail automatique, disons, de ce qu'on pourrait appeler la pensée visuelle, quand le regardeur que nous sommes se met à voir des formes ressemblantes et forcément à les mettre en correspondance.
Et c'est d'autant plus vrai quand on nous donne l'occasion, en réunissant des œuvres d'art sur 1700 mètres carrés, dans un espace clos, disons, comme le sera le lieu donc, de cette exposition au Louvre-Lens. Et c'est là que le visiteur va forcément entrer en action. Il va forcément s'accaparer la composition que nous proposons, aussi historiquement définie soit-elle. Le regardeur, au fond, est mu par au moins deux mouvements concurrents, un élan savant et chronologique, et une pensée visuelle, disons, sauvage, qui se moque du goût savant de la chronologie et des fautes de goût historique. Et malgré tout, malgré nous, les formes font écho aux formes, et l'histoire du présent renvoie et réciproquement au passé dans un grand désordre de sens. Et dans une telle exposition qui porte sur 2 siècles, rien ne peut nous empêcher et rien ne nous empêchera d'établir des liens entre les représentations de salle en salle et de séquence en séquence en franchissant les frontières du temps et de l'espace, sans se préoccuper au fond de rigueur historique. Outre histoire, rien ne peut nous empêcher de produire une autre histoire tout aussi vraie que l'histoire des événements. Et je vais donc vous proposer quelques exemples de ces correspondances. Quand nous arriverons donc dans la séquence 8, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale, et quand nous verrons cette exécution de Lüpertz, probablement nous penserons à la fusillade de Ming que nous aurons vue, qui elle-même s'inspire de Goya, à la fois d'un tableau donc, qui vient de Budapest et des désastres de la guerre. Lorsque nous verrons donc cette gravure donc, de Nodin dans l'assiette au beurre que je vous ai déjà montrée, rien n'empêchera finalement de repenser à ce que nous aurons vu dans la séquence 5, donc cette photo de Coupier qui est la première photo de mort à la guerre, donc lors de la guerre d'Italie en 1859. Lorsque nous verrons ce mort de Tarot, donc la compagne de Capa morte pendant la guerre d'Espagne, donc ce mort donc, pendant la guerre d'Espagne de 1937, rien n'empêchera finalement de penser à ce mort homme, le mort homme donc, dans cet album qui date de 1917. Quand nous verrons ce pendu de Music lors de la séquence de la Seconde Guerre mondiale consacrée à la Shoah, eh bien forcément, certainement, nous penserons à ce Goya, ce pendu donc, et à ce soldat qui regarde ce pendu. Quand nous verrons ce Pechstein, donc ce blessé, cette scène qui revient sans arrêt dans les représentations, probablement donc cette scène de la Première Guerre mondiale renverra à cette scène si commune également dans la guerre de conquête au Maroc, même si le style est très différent. Quand nous verrons cette photo de Caron pendant la guerre du Vietnam, nous penserons probablement aux dormeurs du Val de Rimbaud, mais ça nous renverra sans doute visuellement à cet Allemand mort donc, pendant la Première Guerre mondiale en 1917, et peut-être aussi à cet adolescent donc, lors de la guerre d'Algérie. Cette photo donc, qui est tirée des archives des affaires étrangères et donc d'un adolescent donc, et qui représente finalement le même sujet. Quand nous verrons ce soulier donc, oublié dans cette guerre des 6 jours, donc photographié par Caron, probablement nous penserons à la machine à écrire de Chim pendant la guerre d'Espagne, et peut-être d'une certaine manière les objets, les choses renvoyantes aux êtres. Nous penserons à cette main oubliée dans la Première Guerre mondiale, donc prise par un anonyme, un photographe anonyme, cette main donc, dont a parlé Fernand Léger en disant justement dans sa correspondance qu'il faudrait avoir un appareil photo pour photographier cela. Quand nous verrons cette scène d'enfants de Centelles qui jouent à la guerre pendant la guerre d'Espagne, probablement nous penserons aux photos de Gimpel qui ont été posées. Donc Gimpel a fait poser des enfants pendant la Première Guerre mondiale qui jouent à la guerre. Mais nous penserons sans doute aussi à la photo de Fenton, de ces vrais enfants soldats pendant la guerre de Crimée. Quand nous verrons des ruines, il sera difficile de les distinguer d'autres ruines. Et forcément, ces ruines de la Première Guerre mondiale renverront aux ruines de la Commune. Quand nous verrons ces photos, cette série de photos de Sophie Ristel-Weber du paysage donc de l'Irak après les combats en 2001,
Probablement, nous penserons à ces arbres de la Première Guerre mondiale et pourquoi pas également à cette guerre de sécession avec ces photos de Barnard. Quand nous verrons le cri de l'enfant dans la photo de Nick Cott qui a contribué à arrêter la guerre au Vietnam en 1972, nous penserons à d'autres cris, forcément, peut-être au cri de Otto Dix dans Der Krieg, mais peut-être à celui de Grosch qui a dessiné pendant la guerre d'Espagne, et peut-être aussi au masque de González, donc de la Montserrat. Quand nous verrons des scènes de la vie quotidienne de Dashti en Iran en 2008, nous penserons sans doute à ce que nous avons vu dans la séquence concernant la guerre du Vietnam avec la série de Rossler, donc sur l'intrusion de la guerre dans l'intimité. Et quand nous penserons à la folie chez Zinelli, ce garçon boucher qui est devenu fou et qui a été interné et qui était victime de crises de terreur régulièrement après son engagement dans la guerre d'Espagne, nous penserons sans doute à la folle de Grou, donc Les Innocents de 1916, et à cette scène de Dix dans la folle de Sainte-Marie à Pie en 1924. Dans ce jeu formaliste de correspondance que j'ai évidemment présenté trop rapidement, mais qui au bout du compte n'est pas si formaliste que cela, il est évident que nous ouvrons un dossier sensible de notre conception de la guerre et des représentations de la guerre. Conception qui est en partie, bien sûr, chronologique et événementielle, et en partie sensible aux invariants, je dirais, des conséquences de la guerre sur les êtres et les choses. Et dans ce processus de compréhension des guerres, les représentations visuelles jouent un rôle assurément important. Je vais vous présenter maintenant très rapidement, pour finir, un exemple de ce qui peut s'établir en termes de correspondance outre-histoire. Outre-histoire, disons, au sens de par-delà l'histoire, mais aussi en plus disons, de l'histoire événementielle, du côté d'une autre histoire, mais qui est encore de l'histoire. Il suffit que je retire les titres de ces gravures pour qu'on ne sache plus dire avec certitude à quelles histoires appartiennent ces compositions gravées, que l'on ne sache plus bien sûr de qui il s'agit, où ces événements se sont passés, ni quand d'ailleurs. La seule chose qui apparaît à première vue, c'est finalement le chaos qui précède à ces deux gravures. À gauche, en plus gros plan, disons, deux corps au moins dans l'espace clos d'une architecture qu'on imagine, disons, de bois peut-être et de pierre. À droite, trois corps au moins et deux têtes supplémentaires dans un espace également clos où davantage de signes désignent une architecture de bois avec tout un jeu de poutres. À droite, ce fauteuil en équilibre qui signifie, disons, une architecture d'intérieur. Un intérieur peut-être plutôt bourgeois, si on en juge ce fauteuil, plutôt cossu. Mais rien n'est sûr, sinon le chaos qui pourrait être presque risible. Je pense à ce corps un peu caricatural, donc de cette femme qui est en train de s'écrouler sur un autre corps, avec ce jeu de poutres, donc ces poutres qui sont censées tenir cette maison et qui en fait ne tiennent plus rien du tout. Donc cette scène effectivement correspond, on le sent bien, à une forme de récit. Nous sommes donc dans un récit qui raconte ne serait-ce que cette femme, la tête à l'envers, avec tout ce poids qui va s'effondrer dans un instant sur un autre corps, suivi sans doute de la poutre de bois qui vient de céder. Mais finalement, donc, cette scène qui pourrait encore une fois être risible n'a rien de risible. On sent bien que tout est fait, au contraire, pour rendre l'atmosphère dramatique. En particulier, dans cette gravure de droite, donc, avec cette femme au premier plan, les jambes écartées, donc dénudées et visiblement écartées, d'autant plus visiblement écartées qu'elles sont épaisses et découvertes, avec ce jeu d'entrelacs de poutres qui ont servi à tenir des murs, encore une fois, qui ne servent plus rien du tout, et ce jeu d'entrelacs des corps, les trois les plus évidents, mais aussi la tête au centre, et cette main, dont on ne sait pas exactement d'où elle sort, avec, disons, cette femme dont le sort semble scellé à côté de ce très jeune enfant,
ce nourrisson, donc, avec ces corps donc, qui rappellent évidemment ceux de cette gravure à gauche, avec ces deux corps qui sont donc visiblement marqués, avec des plaies, avec des griffures, avec cette position également donc, de femme renversée, avec ce corps certainement mort, donc à plat ventre, avec ces vêtements ostensiblement donc, retirés, avec ce ballot de vêtements, ce fantôme de vêtements qui surplombe donc cette scène, dans cet espace clos également, avec cette petite fenêtre éventuellement sur l'extérieur, mais qui accentue encore plus, je dirais, le côté précisément très étroit et très resserré donc, de cette scène, resserrée sur son chaos. Manifestement, donc, deux scènes de violence, d'un côté comme de l'autre, manifestement des scènes de viol, si l'on en croit les vêtements relevés et les marques et les jambes écartées. Au fond, un chaos intérieur qui renvoie également à un chaos mental. Et dans donc, cette petite proposition que je vous fais de ne pas nommer les choses, de ne pas nommer les auteurs, je vous propose donc cette nouvelle gravure qui représente plutôt là un jeu comme une sorte de danse, dans un jeu à la fois de piquet et de barbelés, avec des corps très peu identifiables, si ce n'est par cette main mise en avant, qui rappellerait d'ailleurs ces deux mains de cette femme qui tombent donc sur ce corps, et puis ce grand corps en haut, donc, dont la tête est coupée, avec cette masse sombre à l'endroit du sexe. Donc cette espèce de scène finalement d'apesanteur, disons, de danse en apesanteur. Et pour continuer un petit peu donc, une analyse tout à fait formelle des choses, je vous propose cette nouvelle image qui pourrait être produite par le même artiste certainement que cette image-là. Et là, donc, nous avons des soldats, manifestement, dans un espace très neutre, un peu comme, là aussi, en apesanteur, un peu comme des cosmonautes sur la Lune, disons, des cosmonautes qui feraient une pause sur la Lune. Et voici à présent les légendes donc, de ces deux gravures. Autodix, donc maison détruite par les bombardements, cette gravure appartient à la fameuse série Der Krieg qui a été donc produite en 1924 avec le recul du temps, et Goya, donc les désastres de la guerre, cette gravure qui appartient aux désastres de la guerre, qui a été commencée donc en 1810 et achevée en 1823. Voilà donc ces deux gravures que je restitue donc à leurs auteurs, tout simplement après vous avoir, au fond, à nous avoir obligés à regarder les formes avant l'histoire événementielle. Je pourrais continuer, au fond, cette mise en relation formelle avec de très nombreuses œuvres, mais je choisis de vous remontrer Guernica de Picasso en 1937, pour vous dire simplement que Guernica donc également représente un espace clos sur lui-même, et je dirais qu'après des siècles d'expérience, 2 siècles d'expérience au moins, Picasso trouve une forme adéquate au récit historique, au fond sans en être l'esclave. Chez Picasso, comme chez Dix, comme chez Goya, c'est moins la peinture d'histoire qui prévaut que la justesse de l'atmosphère de la guerre qui est traduite dans les formes, c'est-à-dire l'atmosphère suffocante d'un espace clos qui n'est pas seulement un intérieur, mais une scène suffisamment étriquée pour contenir l'histoire et, disons, le théâtre des opérations, comme on dit, le théâtre des opérations de la guerre. En quelques corps, en quelques grimaces, quelques objets déplacés qui signifient des actes, des situations invisibles et indicibles sans doute autrement. Des actes et des situations forcément très différentes chez ces artistes, puisqu'il s'agit de 3 guerres différentes. Et bien, finalement, justement, très comparables, puisque l'objet est encore la guerre. Et c'est probablement la raison pour laquelle Dix a regardé forcément Goya et pour laquelle Picasso a forcément regardé Goya, sinon Autodix. Or, ces artistes traduisent
un lieu, disons, un espace suffocant emprunté à 3 guerres différentes, dont ils prouveront aussi qu'ils sont capables parfois de repérer des singularités. Je pense à la présence donc, des prêtres dans l'œuvre de Goya, qui est si représentative de son univers de la guerre d'Espagne, et je pense à ce non-dit radical de la Première Guerre mondiale, avec donc ce soldat suicidé de Otto Dix. Et quant à Picasso, au fond, il ne dira plus grand-chose qui se rapporte explicitement à la guerre d'Espagne en 1937, et c'est bien ce que vont lui reprocher d'ailleurs ses commanditaires républicains, qui voulaient des événements précis et des événements qui puissent effectivement servir la propagande. Mais pourquoi en dire davantage pour Picasso, puisque tout avait été dit et fait par Goya, voire par Dix, en matière de souffrance des populations civiles, bombardements intensifs ou pas bombardements intensifs. Picasso sait que Goya a tout dit et qu'il faut seulement le répéter, mais en le peignant autrement et en l'engrandissant, par exemple, avec les mêmes figures archaïques, les mêmes femmes, les mêmes enfants, les animaux, le cheval auquel j'ajoute le taureau. Picasso oblige, Picasso mythologie picassienne oblige et Espagne oblige. Puis avec les objets anciens, avec l'épée, avec la lampe à huile. Donc, Picasso, pourtant, non seulement a lu le journal, s'est servi du journal pour peindre Guernica, mais il a participé de près à l'histoire, il a participé à la République espagnole. Mais les 3 artistes ont beau regarder les événements de près, comme Goya, et encore de plus près pour Dix, qui a participé dans une compagnie de mitrailleurs donc à la guerre, les 3, au fond, puisent au répertoire des atrocités depuis le début, généralement sans référence précise aux événements donc, de leur guerre. Sauf que depuis le début, justement, ce que l'on peignait au fond d'aussi proche que la guerre, c'était l'enfer. Et je vous montre là donc, le panneau central du triptyque de Bosch du XVe siècle donc, à l'Académie de Vienne. Et donc la guerre, pour Bosch, au fond, ne pouvait pas être racontée. Peut-être que c'était une manière de parler de la guerre, de parler de Dieu entouré par des saints au moment du jugement des âmes, alors que sous Louis grouille un chaos de monde où les démons donc s'emparent des âmes. Ce que peint Bosch est peut-être imaginé en relation avec la guerre, mais ce qui se dit, c'est autre chose. C'est autre chose en relation avec la religion, avec l'enfer, avec la damnation. Même s'il est question de la guerre, Bosch, aussi singulier soit-il en son temps, ne peut pas en parler directement. Mais quand Dix, lui, pense forcément à Bosch, dans ce triptyque que vous voyez donc en bas à gauche, dans ce triptyque peint en 1929 et entre 1929 et 1932, donc Der Kriege, qui est à Dresde, quand Dix pense à Bosch, il essaie, lui, de peindre les horreurs de la guerre, pas le paradis et l'enfer chrétien. De la même manière, quand Dix probablement regarde Memling, donc, qui précède Bosch, qui peint donc le jugement dernier, avant Bosch, Dix peint la guerre et pas l'histoire sainte. De même pour Goya, bien sûr. Car les représentations de l'enfer de la guerre, les désastres de la guerre, c'est une chose de moderne. Et je reviens donc à la phrase de Benjamin Constant de 1819, étonnamment juste, chez les modernes, une guerre heureuse coûte infailliblement plus qu'elle ne rapporte. Et c'est cette histoire, au fond, qui nous intéresse et que nous voulons raconter dans cette exposition que nous sommes en train de préparer. Cette histoire, donc, des désastres de la guerre, depuis Goya jusqu'à Luc Delahaye, en passant par Jean-Christophe Burckhardt, par exemple, en 2005. Burckhardt photographie, lui, des intérieurs clos, mais où le chaos des corps archaïques est remplacé par l'impression du chaos sur des objets quotidiens, en l'occurrence sur un frigidaire sur lequel s'impose l'image de corps abîmés et d'image de corps renversés, là encore renversés, pour montrer sans doute la même chose, que la guerre, au fond, met le monde à l'envers, que la guerre pénètre tout, y compris l'univers du quotidien, y compris l'espace clos de l'intimité, par définition pourtant inviolable. Collatéral, c'est le titre donné par Burckhardt
à ces photographies de 2005. Et c'est un mot neuf, relativement neuf dans l'histoire, puisqu'il date de la guerre du Vietnam. Il apparaît lors de la guerre du Vietnam pour désigner, du côté des forces américaines, des tirs amis, disons, ou des destructions des installations civiles et ses victimes. C'est le nom donc, que nous lui donnons aujourd'hui. On pourrait dire que c'était une sorte d'euphémisme militaire. Burckhardt donc insinue qu'il y a eu dégâts collatéraux. Je n'ai pas le temps de disserter, mais disons qu'un artiste comme lui acte 2 siècles après Goya et 1 siècle après Dix la présence de la guerre parmi les populations civiles, dans la vie quotidienne des populations civiles, jusque dans leur intimité, par définition pourtant impénétrable. Burckhardt peut donner une forme à ces désastres qui sont immédiatement compréhensibles par nous tous, mais après la longue chaîne des représentations des désastres de la guerre qui donc débute avec Goya. Et grâce à la longue chaîne de ces représentations commencées avec Goya et Géricault, comme, disons, notre vocabulaire commun, comme notre panthéon des horreurs de la guerre, panthéon où Goya a trouvé les moyens efficaces, disons efficaces sinon universels, pour donner une forme à la guerre totale avec l'espace clos et les êtres et les choses en apesanteur. L'apesanteur comme forme efficace pour représenter le chaos intégral de l'histoire et la folie de la guerre qui n'a pu être vraiment montrée et dite, vraiment avouée, que seulement à partir des guerres napoléoniennes, mais aussi après, en souvenir des guerres napoléoniennes comme avènement de la guerre moderne que va théoriser Clausewitz à partir de 1816 et que va romancer Tolstoï dans les années 1860. Dans La guerre et la paix, qui dévoile la folie de la guerre montée aux extrêmes avec Napoléon, cette montée aux extrêmes que l'on nommera bien plus tard, que l'on nomme aujourd'hui la guerre totale. Tolstoï connaît la guerre. Il a participé au siège de Sébastopol en 1854 comme jeune lieutenant pendant la guerre de Crimée, qui va lui inspirer les magnifiques récits de Sébastopol que je ne vous conseillerais pas assez de relire ces temps-ci. Et quand il se met à écrire, il a des chances d'être compris, car s'agissant des désastres de la guerre, la révolution des esprits et sans doute des corps a commencé, est largement en cours. Et quand La guerre et la paix est publié en feuilleton entre 1859 et 1869, on ne confond déjà plus la guerre et l'héroïsme, ou plutôt on ajoute forcément autre chose sur les conséquences de la guerre sur les êtres et les choses, ce qui nous ramène à la chronologie dont nous sommes partis, ce qui nous ramène à ces tournants dans les représentations. Ces guerres donnèrent donc ce premier grand tournant visuel, mais pas seulement visuel. Avec Géricault et Goya, tournant suivi de bien d'autres qui agiront sur les façons de penser et de sentir la guerre jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui où je ne sais pas si l'on n'aime plus la guerre, mais où l'on peut dire que l'on préfère la paix à la guerre, ce qui n'a pas toujours été le cas. Encore faut-il savoir pourquoi et comment. Merci beaucoup pour ce parcours qui était donc beaucoup plus vaste que ce que nous avions évoqué jusqu'ici. Et finalement, à part Dix, peu d'images relatives à la guerre de 14, 18, qui ne serait donc pas un tournant dans vos représentations, dans vos séquences. Elle ne correspond pas à un tournant. Votre... Ici, vous m'entendez ? Non, il faut que vous appuyiez... Attendez. Si, bien sûr. Et comment, oui, c'est un des grands tournants de l'exposition. Mais en fait, j'ai dû m'arrêter à 3 séquences et donc je ne suis pas allée jusqu'à la Grande Guerre. Et j'étais d'autant plus, évidemment, intéressée par votre exposé parce que c'était une façon aussi de dialoguer avec vous. Mais bien sûr, c'est un tournant énorme, ne serait-ce que parce que quand on rentrera dans cette séquence, nous rentrerons par le premier film d'un assaut et qui montre ce que raconte si bien Junger en particulier, mais beaucoup d'autres, comme vous le savez, beaucoup d'autres d'auteurs, c'est-à-dire cette fourmilière, cette notion d'animalisation des soldats qui sortent tous au même moment des tranchées, c'est-à-dire de sous la terre,
On vivait sous la terre. Et donc, ça, c'est une chose incroyable de voir ce premier surgissement. Ça dure 2 minutes et quelques. Et nous rentrerons donc dans les séquences par ça. Donc, le premier tournant visuel, ne serait-ce que c'est ce film. Et puis, nous sortirons par Abel Gance, J'accuse, qui représente une chose essentielle, qui est très difficilement représentable visuellement, alors que ça l'est justement dans la littérature, c'est-à-dire le traumatisme psychique. Et dans ce film d'Abel Gance qui vient d'être restauré, J'accuse, on voit les cauchemars de Jean, donc qui au fond est obsédé par la mort, donc les morts, et qui fait surgir les morts du cimetière, qui appelle les morts, qui ressurgissent avec les gueules cassées, etc. Et donc là, on a en 1919 l'extraordinaire intelligence de Gans, qui montre à la fois le traumatisme physique, les gueules cassées, mais également le traumatisme psychique, qui est peut-être largement aussi grave. Vous associez ces deux à l'image mobile, puisque vous avez parlé de l'assaut et du film d'Abel Gans. Oui, avec à l'intérieur bien d'autres choses, bien sûr, et la profusion d'images de 14-18, c'est la première fois qu'il y a tant d'images, à la fois de propagande, mais d'anti-propagande, au sens où, même dans la propagande, il y a du désastre, dans les cartes postales, dans la série des ruines de Lens, vous verrez, nous sommes allés chercher des images des ruines de Lens sur carte postale qu'on envoyait. Vous savez, de même pour la guerre de 70, nous montrons que le tourisme de guerre a débuté en 1870 avec les voyages Cook. On vient voir, parce que les ruines sont fascinantes, on vient à Paris, les Anglais viennent voir les belles ruines parisiennes. Mais ce que vous avez montré aujourd'hui relatif à la guerre, c'est Dix, pour l'essentiel. Oui, là, oui. Là. Oui. Mais, et comme l'une des expressions les plus importantes. Oui, je crois que du point de vue évidemment plastique et du point de vue d'ailleurs de l'histoire, c'était très intéressant les différentes temporalités que vous avez mis en place tout à l'heure. De la même manière, Dix fait 600 dessins pendant la guerre même, quand il est sur le front, mais ça ne suffit pas. En 1924, il éprouve le besoin de revenir pour 2 raisons. D'abord, pour essayer de calmer sa souffrance psychique et ses cauchemars, parce qu'il fait énormément de cauchemars, et aussi parce qu'il voit sa société allemande, donc finalement ne plus vouloir parler de tout ce qui s'est passé, et au fond, il a envie de raconter ça. Ce qui était frappant dans la manière dont vous avez parlé là aujourd'hui, c'était la contribution essentielle des désastres de la guerre de Goya. On a l'impression que, enfin peut-être que parce que c'était un résumé de votre exposition, mais enfin qu'il y avait un avant et un après, un avant et un après Goya, et que même Guernica, c'était encore Goya, bien et sûr. Que toute représentation de la guerre est vue de ce point de vue-là, des désastres de la guerre. Oui, c'est Il n'y en a pas d'autres, peut-être à part. D'aussi frappant, avec une durée si longue dans l'impression et l'influence qu'il a eue à la fois sur les esprits, sur les formes. Je n'en vois pas d'autres. On a l'impression que Goya, qui a vu très peu, en fait, il a vu un peu le siège de Madrid, un peu Saragosse, mais en réalité, il a surtout imaginé à la fois les guerres anciennes et les guerres du futur. Il a tout imaginé, au fond. Et c'est pour ça que, évidemment, il est cette matrice qui, jusqu'à aujourd'hui, je vous ai cité quelques exemples, mais innombrables sont les artistes qui se réfèrent à Goya. Qui continuent à se référer à Goya. Oui. En littérature, je ne sais pas si on aurait un équivalent. Je pensais, au fond, à évidemment tous ceux que j'ai cités, bien sûr, à la fois Stendhal et Tolstoï, sans doute. Est-ce que Tolstoï a autant d'influence aujourd'hui ? En tout cas, quand on le lit, évidemment, on a l'impression que ça a été écrit hier. C'est-à-dire que ce que je citais dans le cours, mais vous l'avez cité, c'est Fabrice à Waterloo. Oui.
qui est présent pour toute écriture de la guerre. À la suite de... C'est ça la guerre moderne. Ouais. C'est l'introduction à la guerre moderne, c'est Fabrice à Waterloo. L'égarement, le soldat, l'homme de troupe perdu sur le champ de bataille. Et ça, c'est extraordinairement émouvant parce que j'ai relu Napoléon de Stendhal il n'y a pas longtemps et il reste napoléonien jusqu'au bout. Oui. Il adore Napoléon, mais malgré ça, il n'arrive pas, au fond, à finalement inventer un personnage qui vit son héroïsme vraiment de façon vraiment pleine, disons, et candide. Oui. Non, parce qu'aucun de ces... Enfin, tous ces héros viennent après, viennent trop tard. Enfin, il y a ce thème-là qui permet de justifier l'espèce de fiasco qu'ils connaissent tous quand même. Et ce qui est frappant chez Drieux ou chez ces auteurs dont vous parliez tout à l'heure, c'est à la fois justement, en même temps, comme la nécessité et l'essai d'y parvenir, enfin, et réellement d'y parvenir, et on ne peut pas nier que probablement Drieux a eu un éblouissement à Charleroi dont il n'est jamais sorti. Enfin, on ne peut que le croire avec toute la complexité de cela. Mais et c'est ça qui est curieux aussi dans toute la littérature, je trouve, de 14-18, qui est très particulière, enfin, sur cette guerre. J'aimerais vous interroger à propos de la guerre de 14-18, c'est une question que j'avais sur la comparaison de l'effet, parce que j'y ai pensé pour la littérature, mais la comparaison de l'effet sur les peintres en France et en Allemagne. Où j'ai l'impression que pour la littérature, le pacifisme allemand s'est beaucoup plus exprimé dans la peinture, notamment expressionniste, que dans la littérature. Et je ne vois pas l'équivalent chez les peintres français. Mais... Alors, certainement parce que ce sont des peintres de moindre importance. Je pense à Gromer, enfin, vous verrez, il y a un certain nombre d'exemples, mais qui sont beaucoup moins puissants, incontestablement que la peinture allemande, qui a fourni des chefs-d'œuvre. Encore faut-il ajouter que les Allemands, avant de représenter les désastres de la guerre, ont cru à la guerre et ont cru à la violence de guerre comme à la Révolution. Cette équivalence que vous faisiez, qu'on trouve d'une certaine manière déjà d'ailleurs chez Goya, Dors a dit de Goya, ce qui est intéressant dans sa façon de représenter la guerre, c'est que ça pourrait très bien être la Révolution. Et donc cette question de l'équivalence de la guerre que vont essayer de retrouver des gens comme Drieux-La Rochelle, etc., après la Première Guerre mondiale, est très importante. Pourquoi les surréalistes, au fond, détestent, ne supportent pas d'abord de dire exactement ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, et ça leur est très difficile aussi de reconnaître qu'au fond, il y a une violence révolutionnaire qui, d'une certaine manière, est une forme d'équivalence à la violence de la Première Guerre mondiale, qui avait été vécue aussi comme un désir de pureté. On le voit bien sûr de façon très outrancière chez les futuristes, mais chez les expressionnistes allemands aussi, on a ce phénomène-là qui va, on le sait bien, ensuite abonder les courants du néoconservatisme, mais qui vont grossir les rangs du nazisme. Goebbels est un expressionniste. Le roman de Goebbels dans les années 10, après la Première Guerre mondiale, est un roman complètement expressionniste. Oui, donc vous diriez, il n'y a pas de... J'y pensais en voyant l'exposition Braque, il y avait au Grand Palais, là, il y a peu de temps, où la guerre ne produit pas ce type d'effet de la peinture, que connaîtra la peinture allemande dans l'après-guerre. Non, alors évidemment,
la guerre n'est pas vécue de la même manière, probablement aussi du côté du vainqueur, qui n'est jamais un vrai vainqueur, comme on le sait bien, mais qui est quand même un vainqueur, objectivement historique, alors que, évidemment, du côté allemand, donc, il y a une forme véritablement de table rase, où il faut absolument... on comprend très bien pourquoi Dix, pourquoi Grosch. Grosch, dont je vous ai montré d'ailleurs quelque chose sur la guerre d'Espagne, c'est une chose complètement inconnue qu'on a trouvée dans une collection particulière. Grosch, en fait, s'est intéressé à la fois à la Première Guerre mondiale, et, de même que Beckmann, etc., mais également à la guerre d'Espagne, c'est-à-dire qu'il y a aussi une fortune critique. Ce sont des gens qui vont continuer à s'intéresser à la guerre jusqu'au bout. Nous avons montré dans l'art en guerre un portrait de prisonnier de Dix, puisque Dix a dû refaire la Seconde Guerre mondiale, et il a été fait prisonnier en France, et il a peint, pour moi, l'un des tableaux les plus émouvants de toute la peinture donc, de cette époque, qui est un prisonnier donc, en 1945, donc c'est une forme d'autoportrait, en fait. Et en réalité, on dirait un rescapé des camps de la mort. Donc c'est très, très déstabilisant. C'est très déstabilisant. J'étais très intéressé par ce que vous avez dit de la représentation de l'enfer ou du jugement dernier comme préparation de la représentation de la guerre. Parce que c'est la représentation de la douleur. C'est la représentation de la douleur qui est là. Et alors évidemment, dans toute la littérature sur la guerre, la référence à l'enfer est présente partout, souvent à travers Dante, d'ailleurs, citation de Dante. Et donc c'est en effet quelque chose qui paraît très juste, que s'il y a une représentation de la guerre, elle est là. Je crois qu'il y aurait quelque chose à creuser là, du point de vue visuel, de l'histoire visuelle, qui serait effectivement intéressante. Ça m'a permis de mettre les choses un peu au clair, votre proposition de venir ici. Et pour Dix, bien sûr, c'est l'évidence même. Bosch et Memling sont... Mais en réalité, il faut creuser parce qu'en réalité, c'est en effet vraiment une... Je crois qu'on... J'ai pas pu vous montrer, mais c'est presque point par point des positions qui sont décrites par Dix et qui sont décrites par Goya. Dans Bosch, enfin... Je pense que je vais me lancer dans cette étude, au moins pour moi-même, pour voir chaque figure, est absolument quasi à l'identique. Et puis il y a des œuvres qui sont tellement importantes pour les expressionnistes, comme le retable d'Isenheim, Évidemment. Qui est le modèle enfin, de cette... Ouais. Et dans les récits, ce qui ne peut pas être dit dans les représentations, mais qui est dit formellement, disons par les formes, mais dans les récits que vous avez... dont vous avez parlé tout à l'heure, bien sûr, là, il est constamment, en effet, et très explicitement question de sacré, au fond, pour ne pas dire, disons, de religieux au sens strict, mais de la portée sacrée de la guerre. Or, cette portée sacrée, bien sûr, existait dans les guerres anciennes, nous le savons, mais qu'est-ce que ça devient dans les guerres modernes, malgré la boucherie, malgré la grande consommation, comme dit Chateaubriand, malgré la mécanisation? Qu'est-ce que ça devient? Mais ça devient quelque chose. Oui, c'est un peu ce dont je voudrais parler la semaine prochaine pour terminer, c'est sur cette dimension-là, qui est, enfin, ce dont il était question aujourd'hui, introduisez à cela, cette dimension d'expérience mystique, enfin, quand on voyait les termes apparaître chez Drieux-La Rochelle. Il faudrait rechercher visuellement, disons, cette chose-là, plus finement. Disons. Oui, ça paraissait, enfin, comme vous le disiez, ça paraissait très juste, cette sorte de continuité des représentations du jugement dernier et de l'enfer jusqu'à ces peintures de tous les désastres de la guerre. Je me disais aussi qu'à propos de
la guerre de 14 qui représente un tournant, c'est cette guerre où il y a cet aspect des guerres où on ne représente plus les hommes, quoi. Cette dimension guerre moderne, guerre industrielle, où il n'y a plus d'action humaine représentée. Non, d'ailleurs, Fernand Léger, même la partie de cartes, qui est un moment de délassement, en fait, ce sont des hommes complètement machinisés. Enfin, ce ne sont plus des hommes, ce sont des... et on voit ça dans tous les dessins de Léger. Et pourtant, lui, évidemment, on voit le côté très humain. Il est très proche de Sandra et il aime la guerre. Il la déteste et il l'aime en même temps. Il y a toute cette ambivalence dans sa correspondance. Il a tué, il en parle aussi, et d'une certaine manière, en effet, cette mécanisation est dite dans certaines œuvres, très bien, dans Gromer aussi, dans les soldats machines de Gromer, presque jusqu'à l'abstraction, disons. Les cubistes disent, au fond, le cubisme était fait pour peindre la guerre, pour dessiner la guerre, comme si... Mais c'était bien avant, c'était 1907, si on prend les Demoiselles d'Avignon, 1908, disons, si on prend le salon où est présenté le cubisme, et prélude la guerre, au fond, comme tout simplement une représentation de l'objectivation du monde. Chez Picasso, c'est différent, parce que le cubisme de Picasso est toujours beaucoup plus humaniste, à mon sens. Mais il est certain qu'il y a cette représentation, oui, de la mécanisation. Au fond, les hommes sont des objets sous les bombes. Ils ne sont plus des acteurs. Tous le disent, et les artistes, évidemment, s'en rendent compte. Ajoutez à ça qu'il y a l'introduction de l'appareil photo instamatique, beaucoup de soldats, donc il y a cette espèce aussi de mécanisation de l'art qui entre en jeu, avec le cinéma, mais aussi avec la photo, qui se répand. Ça n'est plus la même chose que Constantin Guy avec son cahier de croquis. Oui. La machine est partout. Constantin Guy, c'est un survivant. Oui. La guerre de Crimée, c'est aussi la guerre des premières photos de guerre. Vous les avez montrées, celle de Fenton. Donc, mais Baudelaire qui s'en prend, comme vous le savez, à la photographie, je crois qu'on a mal compris en fait Baudelaire et la question de la photographie. En fait, ce qu'il aime chez Constantin Guy, c'est son œil photographique, justement. C'est ça la question, c'est qu'il fait mieux qu'un photographe, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autocensure chez lui et que son matériel est très léger. Mais ce qu'il recherche au fond, c'est ce que recherchent les photographes, c'est-à-dire la vérité des choses sur le moment. Il n'y a pas d'ailleurs de vérité des choses. Que montrera cette exposition qui convoque tous les médias, c'est qu'il n'y a pas un médium plus important ou plus fort qu'un autre. Il y a un médium tout d'un coup qui va dire les choses par un film. Et une autre fois, ce sera une peinture, et une autre fois, ce sera Constantin Guy. Et donc, il y a une concurrence loyale entre les médias, mais en réalité, personne ne gagne. Tout le monde cherche la vérité de ces désastres de la guerre. Et vous verrez que cette vérité, elle se trouve par bien des façons de faire, y compris chez des artistes académiques, comme je vous l'ai dit, qui dérapent. Je crois que nous devons arrêter. Nous avons passé l'heure, mais nous allons aller voir l'exposition à Lens, puisque nous y avons engagé. Merci beaucoup.